Bonjour à tous et bonjour à toutes, hein, ou même bonsoir, ça dépend de là où vous nous écoutez. Je reçois aujourd'hui quelqu'un d'exceptionnel. Il devait être deux, mais il est tout seul. Bon, c'est pas très grave, je pense qu'on fera une très belle interview. Je suis avec Demba Dembélé de Danapay. Donc, il y a une solution exceptionnelle et tellement excellente pour la diaspora et pour l'Afrique aussi, qui résout un réel problème que je pense que tout entrepreneur ou toute personne qui vit en diaspora ou qui vit en Afrique rencontre. C'est un problème, je pense, qui est crucial et on va en parler pendant l'interview. Donc, restez avec nous, on va parler d'interview environ 18 à 20 minutes, hein, pas plus. Donc, on va aborder des sujets sensibles, des sujets intéressants et il va donner aussi des avis à ceux qui veulent entreprendre, que ce soit de la diaspora ou en Afrique. Quels sont les éléments que vous pouvez prendre en considération pour lancer votre business? Donc, allez, c'est parti. Bonjour Demba. Bonjour Franck. Comment vas-tu? Ça va, ça va. Donc, mais j'ai pas dit, là où il nous reçoit aujourd'hui, on a Station F. Hein. Station F, c'est le plus grand incubateur de start-up au monde. Que ça. C'est-à-dire, c'est vraiment un truc où il y a... Moi, je suis arrivé là, je me suis baladé, c'est un truc de malade. Et je dis, c'est un truc exceptionnel. Donc, si l'entreprise de Demba a pu rentrer ici, je vous laisse imaginer donc ce que ça représente. Donc, vraiment, c'est très intéressant. Vous avez évidemment à écouter. Ce qu'il va donner comme élément, donner comme conseil ou comme étape qu'il a fait pour arriver là où il est aujourd'hui, ça va l'inspirer plus d'un. À titre personnel, les entreprises sont clientes chez Demba. Donc, on travaille avec lui aussi. Donc, je vous parle quelque chose que je suis sûr que ça fonctionne. Donc, Demba, dis-nous, comment ça va aujourd'hui? Comment va l'activité d'Danapay? Comment ça marche et tout ça? Écoute, ça se passe bien? Ça va super bien. Très bien. Donc, en termes de volume, de chiffre d'affaires, de clients, ça continue à augmenter. Donc, on est content. Super. On est plutôt content. Et donc, comme tu disais, on a besoin de la force de tout le monde, de toute la diaspora. Mais en même temps, c'est un service qu'on rend aux entreprises de la diaspora qui opèrent entre ici et l'Afrique. D'accord. Donc là, il a déjà anticipé, mais bon, c'est... Présente-toi d'abord, Demba, présente-toi, dis-nous qui tu es, avec qui tu travailles, un peu l'historique de Danapay, comment est-ce que tu as eu cette idée, et surtout, quel problème vous résolvez, quoi. Avec plaisir, avec plaisir. Donc, Danapay, c'est un mot qui vient du Bambara. Oui. Danaya, ça veut dire confiance en Bambara. D'accord. Paye comme paiement. Ça veut dire payer en toute confiance. Alors, l'historique, à la base, moi, j'ai fait des études de droit. Donc, j'ai exercé un cabinet d'avocat avant d'aller en banque. Mais pendant que j'ai travaillé en cabinet d'avocat, je faisais pas mal de dossiers de demande de titres de séjour, de nationalité. Donc, j'ai rencontré les gens qui vivent dans les foyers, les Maliens, les Sénégalais, et la plupart viennent des villages. Et ils me racontaient la difficulté d'envoyer de l'argent dans leur village. Certains envoient de l'argent à Bamako d'abord. Une famille ramasse, une personne ramasse tout ça, fait le trajet en bus et va donner dans les familles au village. Je me suis dit, mais c'est pas possible, on peut faire quelque chose pour qu'ils envoient directement dans leur village. Et donc, je me mets à réfléchir comme ça, à chercher une solution. Et donc, je fais une étude de marché. J'ai à peu près 250 personnes qui se disent prêtes à utiliser le service dès que ça sera lancé. Et je me mets à chercher une solution technique. Donc, je contacte une Malienne à qui je demande si elle pouvait me trouver des développeurs, me chiffrer déjà combien ça me coûterait de développer ça. Et elle me dit, mais je connais un autre Malien qui a exactement le même projet et qui utilise une technologie déjà, qui a déjà sa plateforme. C'était Moussa, qui malheureusement n'a pas pu être là aujourd'hui. Et donc, avec Moussa, on s'est réunis, on développe la vision. On se rend compte que très rapidement, le problème de paiement est beaucoup plus profond que ça. En réalité, tu vas en Afrique aujourd'hui, tu veux faire le Uber d'Afrique, tu veux faire n'importe quelle plateforme. La première problématique à laquelle tu es confronté, c'est le paiement. Tu connais. Donc, on s'est dit qu'il faut qu'on le fasse. Oui. De toute façon, la digitalisation va arriver. Oui. Et si on ne le fait pas, d'autres viendront le faire en notre place. C'est ça. Et c'est comme ça qu'on se met à bosser, mais on se rend compte que c'est très réglementé, ça coûte cher. Quelque chose qui est très simple. Beaucoup de gens vont parler de levée de fonds, des fonds publics. En réalité, quand tu vas les voir, ils vont te demander que tu aies un peu de chiffre d'affaires d'abord pour te soutenir. Alors que nous, on a besoin de 6 mois de développement et donc des développeurs à payer. Sans revenu qui rentre. Sans revenu qui rentre. De dépenser à peu près 30 000 € pour avoir cette licence auprès de l'AMF. Agrément, ouais. Pour pouvoir opérer. Et donc, voilà, plein de difficultés comme ça, mais qu'on a su lever. Je ne vais pas anticiper sur tes questions.
Non, c'est très bien. Voilà, Non, effectivement. Petit à petit pour en arriver là. Non, moi, je suis très... chaque fois que je vois un entrepreneur qui réussit, ou des entrepreneurs qui réussissent le parcours de pouvoir avoir une boîte qui rapporte du cash, qui commence à tourner, avoir des clients, je suis toujours impressionné. Parce qu'effectivement, le parcours qu'il faut réaliser, surtout quand on est une start-up dans la fintech, pour pouvoir avoir des clients, parce qu'il faut avoir un produit avant de penser à avoir des clients. Je pense qu'il y a quand même un parcours qui a félicité et qui est vraiment apprécié. Et aujourd'hui, en fait, tu as expliqué donc cette rencontre qu'il y avait Moussa. C'est Moussa. Et derrière aussi, est-ce que Moussa, comment ça s'est fait? Est-ce qu'il y a eu de la méfiance? Parce que souvent, dans la communauté, il y a beaucoup de personnes qui sont souvent méfiantes. Comment est-ce que tu as établi ce lien de confiance et comment ça a permis que ce soit assez fluide entre vous deux? Ouais, très très bonne question. D'autant qu'au début, avant de rencontrer Moussa, j'avais fait des tentatives de création d'entreprise avec d'autres Maliens. J'avais un projet où on voulait monter une boîte dans les numériques au Mali avec d'autres Maliens. Et très rapidement, il y avait une différence de mentalité, de vision, de travail. Et quand j'ai rencontré Moussa, je me rappelle, c'était un dimanche, c'était au téléphone d'abord, on a discuté pendant 2 heures. Premier appel. Donc, très honnête, il s'est mis d'abord à me challenger sur mes visions, sur tout ce que j'ai à faire. Et ensuite, il me dit clairement que lui, il a travaillé la partie technologique, pas la partie marché, ce que moi j'avais, et que donc ça faisait un match parfait. En plus, lui, il a des compétences techniques parce qu'il est ingénieur en développement et conseil. Et moi, j'avais cette fibre commerciale et conformité. Parce que la conformité est très, très importante. Oui. Et donc, ça faisait un complément parfait. Mais évidemment, on commence à travailler ensemble. Comme tu sais, des réunions tous les jours jusqu'à 2h du matin. Oui. Et très rapidement, le courant passe. On se rend compte qu'effectivement, on est sur la même longueur d'onde, qu'on a la même manière de bosser. Et voilà comment ça se passe. Très bien, très bien. Donc, ça, c'est un problème qu'on rencontre toujours. Moi, je ne sais pas le nombre de partenaires que j'ai essayé de tisser avec les entrepreneurs diaspora. Pour 2 ou 3 projets, il y a certains qui ont abouti, d'autres qui n'ont pas abouti. Il y a toujours cette méfiance où l'autre va penser que je vais spolier, je vais me faire voler, je vais me faire exploiter, tout ça. Et quand on voit un exemple de choses qui a pu se faire comme ça, donc déjà, ça va peut-être amener à la première approche que je veux que tu essaies de donner aux personnes. Quel est selon toi les trois critères, les 3 paramètres principaux pour avoir un bon associé? Très bonne question, mais difficile. Selon toi? Ouais. Je dirais que la première chose, c'est l'état d'esprit. Ok. Il faut que tu sois sur le même longueur d'onde que la personne. D'accord. Et ça, je pense qu'on le perçoit dès les premiers mois. Tu vois si toi, tu donnes ta vie à un projet que l'autre personne n'est joignable qu'une fois sur 3. Il a un pied dedans, un pied dehors. Voilà, tu te rends compte rapidement que ça ne va pas le faire. Plus la communication. Oui. Il faut que tu sois avec quelqu'un avec qui tu es à l'aise de tout dire. C'est ça. Donc, si quelque chose ne me convient pas, tout de suite, j'appelle Moussa pour lui dire... attention, il y a ça qui ne va pas, quoi. Attention, et il le comprend tout de suite, D'accord. il le prend pas mal. Ok. Donc, il n'y a pas de frustration entre nous. Donc, voilà, bien choisir, après les feelings, c'est difficile à définir. Donc, il faut la même longueur d'onde, il faut qu'il y ait un environnement sain pour communiquer. Absolument. Et derrière, il faut aussi que le feeling naturel passe, en fait. D'accord, très bien, je pense que c'est important. Parce que ça, c'est une question qu'on se pose. Je pense qu'il faut avoir beaucoup d'entreprises comme ça où des gens s'associent. Parce qu'on s'associe, on est plus fort. Ah oui. Toi, tu as bien dit justement que tu avais une partie qui était complémentaire à celle de Moussa. Et aujourd'hui, on voit ce que ça donne. Donc, si les personnes peuvent s'en inspirer pour créer des startups ou des trucs, c'est magnifique. Et maintenant, si on monte dans le produit d'Anapé, comment d'Anapé fonctionne? Aujourd'hui, on a vu le problème que vous avez abordé d'être une solution. Après, on parlera peut-être de l'agrément, tout ça. Bon, je pense que c'est important de connaître quand même quelles sont les démarches qu'il faut pour pouvoir exercer dans ce milieu de la finance. Mais aujourd'hui, comment ça fonctionne? Que ce soit pour une entreprise ou que ce soit pour un particulier. Est-ce que pour nous dire en quelques mots comment ça fonctionne dans les 2 sens? Que ce soit en Afrique, en diaspora ou que ce soit diaspora vers l'Afrique. C'est très simple. Donc, Danapay est une plateforme qu'on a simplifiée au maximum, sur laquelle tu viens, tu crées un compte www.danapay.com.
tu crées un compte entreprise ou particulier. Les particuliers peuvent envoyer de 1 jusqu'à 6 000 euros en ne payant que 1 euro de frais. D'accord. C'est très important. Important, oui. On a travaillé là-dessus. Pourquoi? Parce qu'un particulier qui envoie de l'argent, c'est pour nourrir sa famille en général. Et on ne trouvait pas normal qu'il soit en train de payer cher juste pour envoyer de l'argent à sa famille. Et l'autre valeur très importante pour nous, c'est que en réalité, si en envoyant 6 000 euros, il ne paye pas 20-30 euros de frais, il y a de fortes chances que ces 20-30 euros aillent dans la poche de la famille. Oui. Que ça augmente l'argent qu'elle reçoit. Et 30 euros en Afrique, c'est bien. C'est la faute. C'est parce que 20 000 quoi. Ouais, exactement. Ouais. Donc on s'est dit que c'est pas là où on crée de la valeur. Il faut fluidifier au maximum ce flux. Ensuite, pour les entreprises, là où on marge un petit peu, mais ce n'est pas cher non plus, c'est 10 euros par transaction. Les entreprises créent leurs comptes. Pour être tout à fait concret, soit tu précharges ton compte en faisant un virement de ton compte société vers notre compte. Ce que nous on fait, ouais. Ce que vous faites, et le compte d'en API est chargé. Et ensuite, après, on transfère de l'autre côté. Soit une filiale, soit tu payes tes employés là-bas. Tes employés, et ils reçoivent sur leur compte mobile money, sans frais de retrait. Orange Money, oui, MTM, MTM partout, sans aucun frais de retrait. Ouais. Pareil pour les bénéficiaires des particuliers, ils ne payent aucun frais de retrait, il n'y a pas de taux d'échange. Enfin, le taux d'échange, c'est le taux officiel quand c'est pas euro. Et donc, voilà, simplifier au maximum. Et les flux, donc je disais, les particuliers sont limités à 6 000, mais les professionnels peuvent aller jusqu'à 75 000 euros par mois. Donc, c'est un vrai challenge de ce qu'il y a aujourd'hui, conventionnel, Western Union, MoneyGram, RIA, tout ça. On est vraiment sur un challenge et je pense que c'est bien, c'est très intéressant parce que justement, ces corridors, le transfert d'argent, c'est un corridor qui est trusté en fait par des grosses boîtes qui n'arrêtent pas, enfin pour moi je le dis clairement, d'escroquer les Africains. Et je pense que c'est une solution africaine qui peut vraiment essayer de challenger ça. Moi je suis pour. C'est pour ça que moi j'invite vraiment tous ceux qui le peuvent, ceux qui font des transactions financières, que ce soit les entreprises et les particuliers, à regarder de près la solution d'un API parce que vraiment je pense qu'elle est excellente. Et comme l'a dit, ça ne coûte presque rien. Entre 1 euro de frais de transfert et que vous pourrez reverser le delta que vous utilisez pour Western Union MoneyGram dans la poche du réceptionnaire, je pense que c'est magnifique. Et d'ailleurs aussi, ce qui est important pour les entreprises, c'est qu'on rencontre des difficultés justement, que ce soit pour remonter les fonds localement ici, que ce soit pour payer là-bas, les flux sont souvent très compliqués. Et là, je vois que vous avez fluidifié le système. Non, moi, je trouve que c'est excellent. C'est très excellent. Et derrière, dans quel pays aujourd'hui DanAPay fonctionne? Dans quels sont les pays aujourd'hui dans lesquels, je pense qu'au niveau Occident, c'est tous les grands pays. Toute l'Europe. Voilà, toute l'Europe. Mais au niveau de l'Afrique, quels sont les pays aujourd'hui où les gens peuvent travailler avec vous? On est dans 8 pays en Afrique aujourd'hui. 8 pays, d'accord. Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali, Cameroun, Burkina, Niger, Togo, Bénin. 8 pays, Bénin. Okay. Et c'est un choix, mais en Afrique anglophone, on n'y est pas encore. Pas encore, mais on y arrive. D'accord, ok, très bien. Là, on est en train de faire la mise en place au Gabon et au Congo. Et très prochainement, on va aller ensuite. Ça nous amène donc sur la projection. Derrière, aujourd'hui, quelles sont les principales évolutions, on va dire, qui vont arriver DanAPay au niveau du service, au niveau peut-être des pays, au niveau peut-être de, je ne sais pas, quels sont les nouveaux services que vous allez ouvrir? Qu'est-ce qu'on peut attendre dans les prochains mois? Dans les prochains mois, d'abord, comme je le disais à l'instant, c'est d'ouvrir un maximum de pays. D'accord. L'ambition est d'être mondial. Les pays sous-bancarisés aujourd'hui, on parle de l'Afrique, mais c'est aussi l'Asie du Sud, c'est aussi côté Inde, énormément de transferts dans ces pays-là. Oui. Et donc, on va se déployer petit à petit, mais on va prendre toute l'Afrique d'abord. Ok. Mais ça nécessite des fonds, comme tu sais. Donc, une levée de fonds très prochainement. Oui. Peut-être qu'au moment où ta vidéo sera... Elle sera déjà enclenchée. Là, on aura déjà enclenché. Donc, une fois qu'on aura levé suffisamment de fonds, donc beaucoup de recrutement, parce que quelque chose qui est très important pour nous, c'est le service client. Et dans chaque pays où on va, il faut qu'on ait un service client local, avec une personne qui parle toutes les langues locales, pour pouvoir répondre très rapidement aux besoins des utilisateurs. D'accord.
Donc c'est ça qui fait que en réalité les déploiements dans chaque pays, le book qu'on fait du bon déploiement dans chaque pays, en réalité tu trouveras en tête des recrutements un service client. Ok. Ensuite l'opérationnel, ensuite. Très bien. Donc premièrement, déploiement voilà. Dans plusieurs pays au maximum, en Afrique et peut-être en Occident, dans d'autres continents. En Occident, il faut aller affronter la CSC. On a fini l'AMF. Il faut aller affronter la... Justement, quand tu parles justement de l'AMF, est-ce que tu peux me dire juste quelques mots parce que derrière, en fait, il y a plusieurs fintech qu'on a vu plusieurs scandales qu'on a vu sur Internet, d'entreprises en fait qui se disaient fintech mais qui arnaquaient des personnes. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux nous dire un mot du fait de comment est-ce qu'on peut, hormis d'avoir l'agrément qui est bien sûr très important, je pense que l'agrément c'est déjà un gage de sérieux, de qualité, comment est-ce qu'on peut voir c'est une fintech qui propose des services financiers à pignon sur rue? Effectivement, très très important. L'agrément AMF, ce qui fait l'AMF avant de délivrer cet agrément, c'est d'auditer les process, mais aussi de regarder la personnalité des porteurs du projet. Ils font comme une due diligence, quoi. Ah oui, totalement. Surtout tes diplômes, tes expériences. Je pense même qu'ils vont interroger tes anciens collègues. D'accord. Pour s'assurer de la probité de la personne. Probité de la personne. C'est exactement ça. Et donc parce que l'AMF, juste avant que tu continues rapidement, c'est l'autorité des marchés financiers. C'est ça. C'est l'organisme de régulation des transactions financières, bourse et tout ça, qui donne des agréments aux entreprises en France pour pouvoir exercer comme société dans la finance, quoi. Exactement. En gros, c'est ça. D'accord, ok. C'est ça. Et donc, au-delà de ça, effectivement, une société qui est régulée par l'AMF en général est bien régulée. L'audit sur son système d'information a été réalisé pour s'assurer que ça respecte les normes de sécurité. Ok. Mais nous, on veut aller beaucoup plus loin. D'accord. On veut aller dans les standards qui sont aujourd'hui dans les banques. Les normes ISO 9001 pour être vraiment sûr et certain au niveau de la sécurité. D'accord. À côté de ça, évidemment, quelque chose qui est tout bête, mais le nombre de recommandations. Tu vas à les pages Google, les commentaires, les avis vérifiés, tout ça. Les avis vérifiés sur Trustpilot, le nombre d'étoiles qu'on a. Nous, on a plus de 30% de nos clients qui sont issus des recommandations. Tu as vu qu'on n'a pas fait beaucoup de marketing et de communication. Oui, non, il y en a certainement. Et même moi, c'est comme ça que je vous ai connu. Oui. Parce que moi, j'ai connu l'ANAP par quelqu'un qui a utilisé, voilà, qui m'a envoyé. Exactement. Donc, c'est pour dire que ça marche bien, la recommandation. Et bon, il y a aussi des personnes qui vont certainement venir parce que je te reçois sur les médias et qui vont voir et qui vont arriver. Donc, c'est très bien. Moi, je pense que c'est vraiment un produit qu'il faut pousser. Et quand on parle de pousser avant, aujourd'hui, est-ce que tout le monde peut être actionnaire d'ANAP? Alors, il faut que je fasse un petit retour historique. Vas-y. Pour répondre à ta question. Donc, comme je te disais, quand on a vite été confronté à ces challenges-là et qu'on n'avait pas suffisamment de sous pour financer tout ça, qu'est-ce qu'on a fait? On est parti sur LinkedIn, on a tapé les noms des familles ouest-africaines qu'on connaissait. D'accord. Diallo, Koulibaly. Oui. Et on les a écrits. On a écrit à peu près 500 personnes pour dire on veut lancer un produit de transfert. Est-ce que vous êtes intéressés? Il y a une centaine qui ont répondu à peu près. On a organisé des réunions, des présentations les samedis après-midi. Et il y a une vingtaine qui ont investi. À l'époque, on avait mis le ticket d'entrée à 2500 €. Donc, mais au final, comme quoi les mentalités ont vraiment évolué dans la diaspora, les gens ont investi en moyenne entre 5 et 10 000 €. Nous, on pensait que les gens allaient négocier pour baisser le ticket d'entrée à 2000. Mais les 2500, ce n'était pas un problème. Les gens qui prennent sur leur économie au lieu de je sais pas moi, d'aller dépenser en boîte, ça charge. Ils s'investissent dedans, d'accord. Ils investissent dans les boîtes pour apporter de la valeur. Donc je remercie infiniment, je profite de ton média. C'est une super stratégie, ça. Bravo. Je recommande à tous les entrepreneurs, parce que l'un des problèmes qu'on a quand on est entrepreneur africain, tu le sais, c'est le financement. Oui. Donc, nous, on a pu trouver cette astuce-là. Personne ne nous l'a soufflé. L'idée, ça a marché. Ouais. Donc, on a pu financer, on a levé 180 000 € comme ça à peu près. Donc, on a financé nos premières dépenses. Et aujourd'hui,
le tour qu'on lève. Donc, je t'ai dit pourquoi j'ai fait l'historique, parce qu'on a déjà plus de 20, 25 investisseurs. Oui. Et tu sais que gérer des investisseurs, Ouais, c'est la communication. À la fin de l'année, quand tu organises des assemblées générales, il faut louer une salle suffisamment Il grande faut les convoquer et tout ça, il faut... Voilà, les courriers qui doivent partir pour la ça. communication. Et donc, pour cette levée de fonds-là, on a décidé de placer le ticket d'entrée plus haut, oui, à 10 000 euros. 10 000 euros, d'accord. Et donc, oui, les investisseurs qui sont prêts à mettre ces montants-là sont bienvenus. 10 000 euros. 10 000 euros. Très bien. Et comment on fait pour vous contacter, ceux qui veulent mettre de l'argent? Tu peux mettre mon numéro. Je mettrai le lien, il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Je pense que c'est qu'il faut. Je dois avoir un réseau de personnes qui seraient intéressées. Avec plaisir. Donc, on va en parler. Donc, maintenant qu'on a un peu, je pense, d'ANAP, vous avez compris à peu près, bon, pas à peu près, vous avez très bien compris, pas à peu près, parce que ça a été très bien expliqué aussi. Mais n'hésitez pas à aller sur le site internet, hein. Vous allez voir encore d'autres, vous avez d'autres éléments pour pouvoir le comprendre. Donc, en fait, je vais vous expliquer là comment est-ce que nous, on l'utilise. Voilà. Nous, en fait, on l'utilise juste pour nos transactions foncières. Parce que vous savez, en fait, que nous, on vend de l'immobilier en Afrique, on fait des appartements meublés, on a beaucoup de flux financiers. Donc, on utilise ANAP justement pour pouvoir envoyer des sous en Afrique et remonter les capitaux en fait qu'on gagne. Donc on utilise ce business-là. Et même pour vendre mes formations, j'envisage en fait, ça on va en parler, on va mettre en place un système où les gens pourront payer directement sur leur téléphone portable, exactement, les formations étant en Afrique, pour pouvoir accéder. Donc on l'utilise en fait et c'est une vraie solution au problème que je traîne depuis des mois, quoi. Donc c'est vraiment génial d'avoir trouvé ce truc-là. Donc vous aussi, vous voyez votre cas d'usage. Hein. Peut-être vous envoyez à votre famille tous les mois, ça peut vous aider. Peut-être une entreprise qui fait dans le négoce, vous avez peut-être besoin de faire des flux financiers, ça peut vous aider. Donc voyez votre cas d'usage et n'hésitez pas d'aller sur le site en fait parce qu'il y a plusieurs éléments dessus et il y a plusieurs cas, ça peut vraiment résoudre un vrai problème. Maintenant, si on a, quand on tire vers la fin de l'interview, je peux parler comme ça pendant 1 heure, hein, mais il faut bien qu'on essaie de s'abréger. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui à les entrepreneurs. Aujourd'hui, on est vraiment dans le boom de l'entrepreneuriat dans la communauté. L'entrepreneuriat est vraiment aujourd'hui quelque chose où on incite beaucoup de gens à y aller parce que je pense que c'est par là, pour moi, qu'on va pouvoir créer une communauté qui est très forte. Qu'est-ce que peut-on dire à nos jeunes ou nos moins jeunes qui veulent aujourd'hui se lancer? Tu peux leur donner, on va dire, 3 conseils ou 4 conseils, vraiment pour qu'ils se lancent en toute sécurité et qu'ils aient beaucoup de chance de se retrouver un jour aussi à peut-être Station F. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Ok, donc en termes de conseils que je peux donner aux entrepreneurs, tu as raison, hein, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est par l'entrepreneuriat qu'on va avoir une communauté forte. Oui. Une communauté forte. Première chose, c'est l'audace. Oui. Il ne faut pas hésiter à voir grand, mais vraiment. Pour la petite anecdote, au moment où on lance cette entreprise, je t'ai parlé du bon côté des investisseurs qui nous ont suivis, mais parmi ces lots-là, il y a aussi, donc j'avais fait un message WhatsApp aux gens que j'avais connus à la fac. Et certains, notamment un, m'avaient répondu, il m'a dit, mais mec, qu'est-ce que vous faites? Western Union et MoneyGram vont vous écraser. Il y en a toujours comme ça. Ils m'ont dit, qu'est-ce que vous faites? Western, à l'époque, en plus, Western faisait une promotion qui mettait les frais d'envoi à 2,99. Mais je savais que c'était des promos, c'est pas durable. Ouais. Il m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites? Vous allez vous faire écraser. Je lui ai dit, tu sais quoi? Il y a quelques mois, il m'a appelé pour me supplier d'investir. Pour savoir s'il peut investir. Donc, il voulait investir 5 000 euros. Je n'ai pas refusé par rancune. Ouais. J'ai refusé parce que, comme je t'ai dit, on a placé le ticket un peu haut, oui. Et donc, vraiment, il faut être audacieux, ne pas hésiter à voir grand. Oui, très bien. Si les États-Unis sont là aujourd'hui, c'est parce que des entrepreneurs se sont dit on est capable d'aller prendre les marchés du monde. Et donc, nous aussi, on est capable de le faire. Oui. Deuxième chose, c'est se donner corps et âme. En réalité, il y a peut-être de la chance parfois dans l'entrepreneuriat, mais moi je crois beaucoup aux valeurs de travail. Quand tu travailles plus que les autres, il faut prouver que la chance arrive. Oui. Quand tu travailles plus que les autres, en réalité, la chance a tendance à venir de ton côté. Et un autre petit conseil qui est vraiment pratico-pratique, moi qui m'a beaucoup aidé au début, c'est de lire les livres des grands entrepreneurs. L'inspiration. L'inspiration, absolument. J'ai bouffé tous les bouquins, toutes les biographies d'Elon Musk, Steve Jobs, oui, l'autoroute du millionnaire, en réalité contrairement de Marco. Donc, contrairement à ce que son nom indique, c'est un vrai bouquin sur le mindset entrepreneur. Donc, j'ai lu beaucoup ces livres-là
ça te pousse à dépasser tes limites, Très bien. à aller de l'avant. Voilà. Ben, magnifique. Magnifique. Donc, je pense que ces 3 conseils qui valent leur pesant d'or. Comme dit tout, que ceux qui ont les oreilles entendent et que ceux qui ne veulent pas entendre continuent à pleurer, à souffrir, à accuser la terre entière de leurs problèmes. Donc, moi, je pense que c'est très intéressant. Moi, je rajouterais juste un conseil juste que je donne d'habitude sur le média, c'est qu'il ne faut pas envisager l'échec. C'est-à-dire, il faut avoir ce mindset pour dire que par la fenêtre ou par la porte, je vais y arriver. Absolument. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut être permanent dans l'effort et ne pas envisager l'échec. Parce que quand on part déjà d'un projet, qu'on envisage l'échec, on a perdu avant de commencer, quoi. Donc, il faut ne pas envisager l'échec. Et comme il a dit Demba, avec la vision, ça va forcément se matérialiser. Et que ce soit par la fenêtre ou par la porte, quelque chose va se créer. Tu as parfaitement raison. Si tu envisages le projet avec potentiel échec, par exemple, jamais tu quitteras ton boulot. Moi, j'ai quitté une banque privée où j'étais très très bien, avec plein de gros clients qui t'invitent à déjeuner dans les meilleurs restaurants. Mais tu te dis, non. Demain, c'est toi, bien sûr, demain, c'est toi qui inviteras les autres. Bien sûr, c'est ça. C'est aussi simple. C'est ça, exactement. Donc, non, tu as absolument raison là-dessus. Non, c'est excellent. Moi, je pense que on peut pas, comme je dis, ça peut durer toute une journée parce qu'il y a tellement à dire dessus. Mais on va peut-être en refaire d'autres, peut-être pour l'ouverture, le lancement de fonds, ou je ne sais pas encore pour d'autres sujets, ou quand ils vont évoluer, quand demain ils seront à la Silicon Valley en train de challenger West End, moins des graves, ils viendront peut-être encore sur le média. Donc, moi, je remercie encore Demba de nous avoir reçu à Station F. Il va conclure, vous savez que je suis la règle sur mon média, hein. C'est ceux que je reçois qui concluent. Moi, je vais juste vous dire que merci à ceux qui ont écouté cette interview. Prenez-en de la graine, apprenez ce que vous avez pu retenir de la vidéo, appliquez-le dans votre vie, appliquez-le dans vos projets et inspirez-vous de ceux qui ont de la réussite. Parce que je pense qu'aujourd'hui, là où Danapé, c'est quand même un parcours excellent. Vous pouvez vous en inspirer. Donc, regardez et inspirez-vous-en. Donc, Demba, je te laisse conclure. Qu'est-ce que tu peux donc dire à la communauté qui nous écoute? D'abord, dire que moi, j'ai beaucoup d'espoir sur le futur. Mais vraiment, quand je vois des entrepreneurs comme toi, mais aussi d'autres, hein, on est dans tous les domaines. Nous, on est dans la finance, soit dans l'immobilier, mais dans d'autres que je ne citerai pas ici. Oui. Mais que tes abonnés connaissent, je pense. Exactement. Ouais. D'autres dans les TV, tu te rends compte quand même. Des chaînes TV. Donc, j'ai beaucoup d'espoir pour l'avenir et je pense que, comme tu disais, j'invite tout le monde à sauter les pas, mais vraiment, ne pas hésiter à aller. Voilà ce que je pouvais dire en mot de conclusion. Excellent. Merci à tous. Et mettez en commentaire, vous avez des questions. N'hésitez pas d'aller sur Danapé aussi. Je pense que vous pouvez avoir plus d'informations. Et je vous dis à très bientôt. C'était Franck Kenyé et Demba.